On est prêt à adopter l'ordre du jour. Donc, qui propose l'adoption? Michel Archambault et appuyé par Martin Guévremont. Point 3. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Point 4. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 9 décembre 2013 et extraordinaires du 16 décembre 2013 à 19h et 19h30 parce qu'il y a eu 2 séances extraordinaires. Donc, nous allons donc commencer par la séance du 9 décembre 2013. Aucune modification. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal? Jacques Bédard, appuyé par Martin Guévremont. Maintenant, la séance du 16 décembre 2013, celle de 19h, donc celle concernant le budget. Qui propose? Michel Archambault. Monsieur Murray. Oui. Allez-y. J'aurais une modification à demander à la première séance du 19 décembre, celle de 19h, au point 1.3. La proposition d'amendement devrait être corrigée de cette façon. Il est proposé par André Bessner, appuyé par Michael O'Donnell, d'ajouter les projets suivants au programme triennal d'immobilisation. En fait, il faudrait lire pour chacun des projets qu'il s'agissait de demandes pour des études de préfaisabilité et non pas seulement pour le 3e point. C'était une demande qui était faite pour les 3 points. Donc, une étude de préfaisabilité pour l'implantation d'une rue piétonnière au cœur du village de Saint-Bruno, une étude de préfaisabilité pour l'implantation d'un parcours éducatif dans les milieux humides et une étude de préfaisabilité pour l'implantation d'un 2e aréna. Alors, c'était les points que nous avions apportés, des demandes d'études de préfaisabilité pour les 3 points. Alors, si c'était possible de les corriger pour représenter l'effet des propositions. Je vous remercie. Alors, nous allons apporter ces modifications. Ces modifications étant mentionnées, est-ce que maintenant on est prêt à passer au vote? Qui propose? Michel Archambault. Qui appuie? Marie-Lou Allary. Donc, nous allons passer maintenant au procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire concernant le PTI à 19h30. Est-ce que le procès-verbal est conforme? Il n'y a pas aucun commentaire. Est-ce qu'il y a une proposition? Qui propose l'adoption du Michel Archambault et puis Jacques Bédard? Maintenant, point 5, période de questions. J'inviterai M. Éric Gauthier à venir prendre la parole. Alors, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers. Enchanté de vous faire votre connaissance, les nouveaux arrivants. Et c'est très bien, je trouve ça très bien qu'il y ait un nouveau vent de fraîcheur à la mairie de Saint-Bruno. Ça va nous amener un nouvel élan, probablement dans certains dossiers qui étaient actuellement qu'on juge tablettés. Et que seulement vous faire une petite information, c'est parce qu'en 2011, j'ai participé à un comité sur les nuisances sonores. Ce comité-là avait été mis en place suite à un sondage qui avait été publié à tous les Montarvillois et Montarvilloises en janvier 2011. Il faut dire qu'en janvier 2011, il n'y a pas grand monde qui mette le nez dehors. Avec les nuisances sonores, il n'y en a pas beaucoup. Mais les gens ont quand même répondu de façon assez importante et ont signalé 3 sources principales de bruit. Okay? Il y avait les entretiens paysagers, les tondeuses, les souffle-feuilles, les tailles-bordures, plein d'autres aussi, des travaux même de fond de garage, si on peut dire, là, qui étaient faits par les Pierre Jean-Jacques. Il y avait le bruit des avions, qui est principalement ressenti dans les secteurs 8, 1 et 2, actuellement. Et enfin, il y avait le bruit à proximité des autoroutes. C'est des bruits qui, actuellement, avec le développement de la 30, entre les autoroutes 20 et l'autoroute 10, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus préoccupant.
Fait que, dans un premier cas, je vais vous parler par rapport aux entretiens paysagers. Lorsqu'il y a eu un sous-comité de créé par le comité du CCE, j'ai participé à ce comité-là et il y a eu des pistes d'amélioration ou des pistes de sensibilisation des citoyens qui étaient très intéressantes par rapport au fait qu'il y a beaucoup de... Comment je faisais ça? Donc, il y a beaucoup de gens qui y allent soit avec des contrats de tonte ou soit qui y allent qui y allent par eux-mêmes. Ce qui signifie que les gens, dans certains quartiers, se sentent totalement, toujours, à tous les jours, il y a toujours des bruits de tondeuse, des bruits de taille-bordure, de souffle-feuille, etc., de tout genre de bruits qui sont faits dans leur quartier. Une chose qui est intéressante, puis à toutes les heures aussi, disons qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu délinquants. Pour les délinquants, il y avait une notion qui était intéressante, qui avait été soulevée par le comité, c'était d'envoyer dans chacun des comptes de taxes des citoyens un petit reminder en forme de demi-lune qui s'adapte bien avec la forme d'une tondeuse, entre guillemets, qui indiquait les périodes à laquelle on peut tondre du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, le samedi et le dimanche, de telle heure à telle heure. Ce que je trouvais très intéressant, c'est un petit reminder qui permet aux gens de dire, écoutez, là, il faudrait respecter ce genre de critères-là à Saint-Bruno. C'est pas tout le monde qui vont sur les sites Internet pour vérifier les heures de tonte nécessaires ou les heures de travaux nécessaires qui peuvent être faites dans leur cours. Et que ça, c'est un petit point qui était intéressant. L'autre point qui était intéressant aussi, c'était l'autre point qui était quand même assez intéressant, mais qui était quand même assez dur à coordonner, c'était de limiter par secteur de la ville, certains pour éviter que les gens sentent, comme du lundi au vendredi, différents entretiens sur différentes pelouses à gauche et à droite, de limiter par secteur à 2 jours semaine ouvrables, limiter les contracteurs à faire ces secteurs-là à une certaine période de la semaine, à une certaine journée de la semaine, ce qui signifie que les personnes ne seront pas du lundi au vendredi à entendre tout le temps ces sons-là. Ils vont pouvoir bénéficier d'une période d'accalmie dans leur secteur, le temps que le samedi et le dimanche reviennent. Parce que ça, le samedi et le dimanche, on va laisser ça à tous les citoyens comme disponible, entre guillemets, pour l'attendre. C'était deux points qui étaient intéressants, puis que je tenais à soulever, puis que je n'ai pas vu, suite à la rencontre avec le CCE, je n'ai pas vu d'informations qui ont circulé par rapport à ça. Donc, ça, c'est 2 points. Le deuxième point qui était important, c'était le bruit engendré par le trafic aérien. Actuellement, à Saint-Bruno, surtout avec l'arrivée des écoles d'aviation, et des écoles autant d'aviation au niveau aviation, autant les Cessna, autant les hélicoptères, c'est carrément difficile de s'entendre parler parfois dans nos propres cours. Puis surtout aussi avec la hauteur, l'altitude que ces avions-là, avec l'altitude que ces avions-là passent au-dessus de nos têtes, surtout dans le secteur 8, ça en vient même dangereux. Il y a des experts qui étaient avec nous au CCE, avec Mme Hudon, dont Mme Hudon était responsable de coordonner ce sous-comité-là. Et il y a des experts qui confirmaient que oui, effectivement, il y avait de la délinquance chez certains pilotes, et ce qui cause vraiment un désagrément. Les écoles de pilotage sont là, les écoles de pilotage et l'aéroport de Saint-Hubert est là comme un moteur, est considéré comme un moteur économique important, ça, on ne le déniera pas, sauf que pour assurer comment on appelle ça, un développement durable, il faut assurer que tous les éléments qui sont compris et qui sont impactés par cet aéroport-là, par ce moteur-là, soient respectés. Ce qui signifie que l'aéroport les responsables de l'aéroport, malgré les injonctions qui pèsent sur eux, doivent faire respecter le droit des citoyens à une vie raisonnable, à une vie acceptable. Ce qui signifie que normalement, les corridors aériens, l'altitude des avions au-dessus des propriétés doit être à un seuil minimal et pour respecter la sécurité et pour respecter aussi le niveau sonore que ces avions-là dégagent. Excusez-moi. C'est dommage, j'ai pas de l'eau ici. On n'a pas de revoir non plus.
Non, il n'y a pas d'abreuvoir non plus. Désolé. C'est principalement les principaux points qui avaient été soulevés, entre autres, qui avaient été présentés par le comité. Un des quelques points qui avaient été présentés par le comité sur les nuisances sonores concernant l'aéroport, c'était le remplacement d'appareils désuets utilisés par certains transporteurs. On voit des avions bleu, blanc, rouge quand on passe avec le train, des avions qui datent des années 40 à peu près. Ces avions-là, ils n'ont pas beaucoup on peut dire, de silencieux qui permettent de limiter le bruit de ces avions-là au décollage puis même à l'atterrissage ou à l'approche même de l'aéroport. La définition de corridor aérien ne dépassant pas l'autoroute 30 ne dépassant pas l'autoroute 30 à l'est entre les autoroutes 116 et 20 à moins de 5000 pieds serait une avenue minimale pour les avions, surtout les avions écoles, les avions de type Cessna, parce que c'est eux qui font le plus de bruit ici à Saint-Bruno. C'est eux autres qui sont les plus incommodants. En limitant les avions de type Cessna à ne pas dépasser l'autoroute 30 entre les autoroutes 116 et 20, automatiquement, les bruits vont être diminués de 90 % au moins. Puis c'est sûr qu'on peut leur permettre de passer, mais à 5000 pieds d'altitude. À 5000 pieds d'altitude, un Cessna, on ne l'entend pas beaucoup. C'est acceptable. Et en plus, que si le moteur lâche, ils ont en masse d'amplitude pour planer jusqu'à l'aéroport de Saint-Hubert sans accrocher qui que ce soit dans leur trajectoire. Ensuite, il y avait un dernier dossier qui était quand même assez important aussi. C'était le bruit des autoroutes. Quand on parle du bruit des autoroutes, puis l'usage aussi de véhicules dégageant un taux de décibels très élevé. Okay? Il y en a qui vont jusqu'à modifier leur pont d'échappement pour faire paraître, pour qu'on puisse les entendre passer. Puis au stop, les gens s'amusent à rincer leur moteur. C'est une image qui laisse à Saint-Bruno un petit peu de désarroi et qui laisse aux citoyens vraiment une marque d'irrespect de ces personnes. Ce que je demanderais au maire de Saint-Bruno, ce que je demanderais à tous ses conseillers et conseillères, c'est de prendre action sur des règlements qui indiquent clairement que ce genre d'usage-là est non permis. C'est de prendre action aussi, d'avoir des mesures, mettre même des règlements municipaux qui permettent à des policiers d'intervenir intervenir dans le sens d'arrêter les gens qui développent un taux de décibels trop élevé. Il y a des points principaux d'entrée à la ville. On parle de la rue Boucherville, on parle de Seigneurial, on parle de Montarville. Installer des systèmes sonores de détection sonore avec caméra à l'appui qui permettent de détecter ces véhicules et d'intervenir au besoin. Parce que c'est pas au besoin, mais d'intervenir tout simplement. Parce qu'il faut être proactif et non pas réactif là-dessus. Et ce n'est pas aux citoyens à dénoncer, c'est à la ville à protéger ses citoyens. Là-dessus, un dernier point aussi, c'est que ce que je tenais à soulever, c'est que je suis ici depuis 1992 à Saint-Bruno. Et c'est sûr, depuis 1992, on avait émis des vœux. Parce qu'un vœu, principalement, c'était parce que nous, on respecte, on travaille, on aime beaucoup utiliser le transport en commun. On valorise beaucoup le transport en commun dans notre secteur. Et ce qu'on souhaitait le plus possible, c'est d'avoir un abribus à l'intersection des montées Montarville et de la rue Parent. C'est tout près de la station Petro-Canada ou du nouveau Tim Hortons. C'est un vœu qu'on souhaitait avoir depuis 1992 et qui ne s'est jamais réalisé. C'est un endroit très passant, très venteux, et dans les conditions qu'on a vécues dernièrement avec la crise avec le verglas qu'on a eu dernièrement, pas la crise du verglas, mais le verglas qu'on a eu dernièrement, c'était c'était très risqué et très hasardeux de se pointer dans cet environnement-là. Les autobus de la RTL, je ne mettrai pas en cause les chauffeurs, mais c'est parce que c'est sûr qu'eux, ils ont comme directive probablement de faire embarquer les usagers à la dernière minute. Ils se parquent en face du Petro-Canada, du Tim Hortons, excusez-moi, et ils attendent là. Quand ils vendent beaucoup, c'est très déconcertant.
et aussi sur l'abribus, d'avoir une impression de l'horaire qui est disponible là. J'ai déjà rencontré des personnes qui attendaient là le samedi soir, qui attendaient l'autobus là. Ils voyaient un point, mais ils ne voyaient pas c'était quoi l'horaire là-dessus. Fait que, juste à titre informatif, ça serait bon de mettre des horaires d'autobus, surtout sur les abribus, afin d'informer les gens des horaires de passage des autobus dans le coin. C'est tout. Est-ce que je pourrais avoir une information, savoir qu'est-ce que la Ville entend faire pour les différents points que j'ai établis sur les nuisances sonores? Est-ce que ce sondage-là, qui a été tabletté, dont laquelle on a eu que très peu de réalisations, à part un rapport en novembre 2011 sur les nuisances sonores, surtout sur les avions, qui indiquait clairement que Saint-Bruno était victime du développement de ce moteur économique qui est l'aéroport de Saint-Hubert. Est-ce que Saint-Bruno compte faire quelque chose? Est-ce que Saint-Bruno compte faire quelque chose et quoi pour remédier à la situation? C'est une bonne question. Vous avez deux sujets, en fait, un est très important, c'est-à-dire la question de la nuisance sonore. C'est sûr que c'est une grande préoccupation pour nous. On a pris fait et cause de tous les éléments qui, actuellement, causent du bruit à Saint-Bruno. Les avions en sont un, la circulation routière aussi en est un autre. L'utilisation que les gens font de leur souffleuse à feuilles ou aussi de la tonte de gazon, c'est un autre élément. Je peux vous dire que pour nous, c'est une grande préoccupation. Il y a un comité environnement qui existe. Le comité environnement va remettre à jour tous ces dossiers-là et devrait être en mesure éventuellement de vous rencontrer, j'espère, le plus rapidement possible pour qu'on puisse relancer tout le débat, je vous dirais, la relecture de cette problématique-là pour qu'on puisse assez rapidement trouver des solutions. Il y en a qui sont relativement faciles parce qu'ils nous appartiennent en propre. Il est évident qu'au niveau du bruit des avions, des écoles de pilotage, bien, on a M. Martin Guevremont qui maintenant fait partie de Dachel. Je pense qu'il va être en mesure d'amener ce dossier-là et de le défendre à bon escient. Mais c'est dans un contexte, je vous dirais, plus à moyen et à long terme qu'on doit regarder cette problématique-là. Mais je vais laisser la parole à Mme Bérubé pour peut-être parler un peu plus au niveau de la question de l'environnement et des nuisances, puis M. aussi Guevremont par la suite au niveau de Dachel. Au niveau des nuisances par le bruit, moi j'ai déjà siégé seulement une fois avec le comité environnement. C'est une problématique qui avait été abordée quand Mme Hudon était au comité environnement, vous avez raison. Il y avait des pistes qui avaient été avancées pour les souffleuses notamment. Et ça, c'est une des premières choses à laquelle on va s'attaquer parce que c'est, je dirais, pas relativement facile. C'est difficile d'appliquer ce genre de règlement-là, mais il y a quand même des pistes qu'on peut adopter dès maintenant, là. Fait qu'on fera un suivi avec vous pour voir si les pistes qui avaient déjà été amenées, pourquoi il n'y a pas eu de suivi après. D'accord. Dans un premier temps. Après ça, les souffleuses, c'est la première chose. Avec mon piton. La première chose à adopter, là, c'est vraiment les souffleuses. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, puis c'est vraiment irritant. Vous n'êtes pas le premier à l'apporter d'ailleurs au conseil, là. Il y avait eu quelqu'un précédemment dans un autre conseil qui l'avait amené. Il semble que ce soit une problématique. Principalement les souffleuses? Les souffleuses à feuilles, oui. Oh, OK. Il y en a que c'est, oui, dans les parcs notamment, il y a une utilisation aussi au niveau du parc du Mont-Saint-Bruno puis ailleurs dans les villes. Bonsoir, M. Gauthier. Évidemment, j'ai été récemment nommé sur Dachel, effectivement, puis je n'ai pas eu de rencontre encore. La première, c'est demain matin. Alors, j'ai le droit à une passe, c'est celle-là. Avez-vous le droit à un secrétaire? Ceci dit, je me suis déjà exprimé publiquement sur le dossier. Je ne répéterai pas tout. Mais bref, le concept d'acceptabilité sociale est évidemment celui pour lequel moi je vais apporter ma contribution à l'intérieur de la gestion de la zone aéroportuaire. Parce que c'est pas juste l'aéroport, c'est la zone aéroportuaire que Dachel contrôle. Et à l'intérieur de ça, bien, quand on regarde la mission et les objectifs de Dachel, il n'y a pas ce concept-là de citoyen corporatif ou tout simplement le concept d'acceptabilité sociale. Ça parle de développement, ça parle de développement et ça parle de développement de l'aéroport. Et puis, à l'intérieur de ça, bien, il y a ce concept
d'acceptabilité sociale que je vais apporter, qui redéfinit un petit peu ce que devrait être le développement de l'aéroport, parce qu'il ne peut pas y avoir n'importe quoi, n'importe comment. De développement durable. Oui, c'est un terme qui est utilisé souvent, mais effectivement, c'est du développement en saine gestion avec son entourage. Actuellement, la population de Saint-Hubert, de Saint-Bruno, mais aussi de d'autres municipalités se sont exprimées haut et fort sur cette problématique-là de bruit. Ce qu'on a vu dans les dernières années, les gens peuvent le remarquer aussi, c'est d'autres développements qui se sont aventurés à l'intérieur de l'aéroport dans les dernières années. Donc, c'est sûr que je rentre là avec une page blanche pour aller chercher toute l'information possible pour s'assurer de défendre les intérêts des Montarvillois. Je ne veux pas donner la langue de bois, là, mais pour l'instant, c'est sûr qu'on va commencer avec ça, mais toujours dans cette perspective-là. J'ai pris vos notes là, au niveau du remplacement d'appareils désuets à altitude de 5000 pieds. Ça, c'est des choses, c'est des moyens. C'est des moyens. C'est des moyens C'est qu'on des va... moyens pour faire respecter. C'est ça. L'aéroport de Saint-Hubert, dans un sens, est un moteur économique très important. Il ne faut pas s'en dénier. Il ne faut pas virer le dos à ce type d'entreprise-là. Mais il apporte énormément d'emplois spécialisés, de très bons emplois dans le secteur, etc. Il ne faut pas s'en dénier. Sauf qu'il y a un manque de respect de part de certains exploitants. Ces exploitants-là qu'il faut me remettre à la page. Ils font mal paraître le développement de l'aéroport de Saint-Hubert, puis c'est important de le faire mieux paraître par rapport avec certaines mesures, si nécessaire, et des retraits de permis, s'il le faut. S'ils ne respectent pas, c'est parce que voler à moins de 1000 pieds d'altitude au-dessus d'une zone urbaine est pénalisable par un retrait total de permis. Tout ça est à regarder, oui. Donc, effectivement, on reçoit vos doléances et puis on en est bien conscient. Nous, vous savez qu'on va le faire en toute transparence. Donc, c'est sûr que les citoyens, je dirais plus tôt que plus tard, vont être invités dans tout un processus de consultation par rapport à cette problématique-là et vous allez pouvoir éventuellement être des partenaires dans les solutions que l'on va trouver. C'est notre objectif parce qu'on, comme on vous le dit, il y a des choses qu'on peut faire localement qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qui sont réalisables à assez court terme. Au niveau de Dachel, c'est une autre problématique parce que vous savez que c'est un organisme à but non lucratif privé, public, on ne sait pas trop. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de bouger à cet égard-là. Mais on est très attentif et puis je pense que Martin va être un digne représentant pour défendre les intérêts de Saint-Bruno par rapport à cette question-là, tout en reconnaissant, bien sûr, que l'aéroport est un moteur économique et que pour nous, il est intéressant de le développer au bénéfice de tout le monde, mais pas nécessairement dans le bruit et dans l'incertitude quant à ceux qui nous passent au-dessus de la tête. Maintenant, au niveau des abribus, bon, évidemment, on est tout à fait ouvert. Je ne voudrais pas embarquer. Oui. Ça, c'est un vœu pieux que je voudrais comme idéalement que les quelques Montarvillois et Montarvilloises de notre secteur puissent bénéficier. Mais le principal que je voudrais aussi adresser, c'est les bruits concernant les autoroutes. Parce que est-ce que Saint-Bruno va agir proactivement? Parce que, advenant l'agrandissement de l'autoroute qui va être imminent, okay, et on s'aperçoit depuis que l'autoroute 30 a été débloquée vers Châteauguay, okay, on s'aperçoit énormément qu'il y a beaucoup plus de trafic sur la 30 et ça bourdonne de plus en plus. Est-ce que Saint-Bruno va mettre en place une digue d'arbres ou va mettre en place un genre de dôme qui va permettre au bruit d'être réfléchi? Des mesures d'atténuation, effectivement, c'est envisagé. C'est envisageable aussi. Vous savez que quand vous parlez d'un élargissement de la troisième voie sur la 30, bon, c'est peut-être pas demain la veille, compte tenu des finances publiques actuelles. Je pense pas qu'on se lance dans ce projet-là prochainement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se produire. Mais déjà, le bruit à Saint-Bruno au niveau des grandes artères, parce que Saint-Bruno est ceinturé par des grandes routes. Oui. La 116 est presque une autoroute en soi. Il y a eu un engorgement. Et donc, le transport en commun peut aussi, jusqu'à un certain point, permettre d'obvier, en tout cas de diminuer cette problématique-là. L'engorgement de ces grandes routes-là a pour effet d'avoir un effet de circulation de transit à l'intérieur de Saint-Bruno. On est tout à fait conscient de ces problématiques-là et c'est pour ça qu'on va les adresser très rapidement et qu'on va être en mesure, ensemble, de trouver des solutions. Pour le moment, si vous me demandez une solution particulière, je ne peux pas vous en donner parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place.
Il y en a qui sont excessivement coûteuses et si effectivement il y a des mesures, entre autres au niveau des grandes artères routières, couverture végétale, comme ça relève du ministère des Transports, il faut évidemment s'asseoir avec eux autres puis voir jusqu'à quel point ils sont en mesure de nous donner un petit peu de sous ou donner beaucoup de sous pour qu'on puisse éventuellement faire en sorte que ce bruit-là qui devient à la limite, là, je vous dirais, très dérangeant pour ceux qui habitent à proximité ou même qui sont pas à proximité. Donc, trouver une solution qui va permettre de retrouver une certaine tranquillité à cet égard-là. Maintenant, oui, Michel? Si je peux ajouter un élément, en fait, parce qu'effectivement, ce que vous soulevez comme problématique, c'est partagé par plusieurs citoyens, là, puis notamment du district 8 que je représente. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du bruit de l'autoroute 30 qui est en augmentation. En fait, cette préoccupation, effectivement, comme disait Martin, c'est une préoccupation qui nous habite. Puis on va tenter aussi de trouver les opportunités dans les prochains projets pour réussir à les mettre en branle. Je pense notamment à ce qui se passe au niveau de la zone industrielle, qui évidemment est portée à se développer. Puis c'est un peu notre zone tampon entre les quartiers résidentiels et l'autoroute 30. Alors je pense qu'en ayant ça en tête, on va être capable de trouver des solutions pour que si jamais il y a développement, ça assure un mur coupe-son, si on veut, entre l'autoroute et puis les quartiers résidentiels. Fait que ça, j'envisage ça d'un bon œil de ce côté-là. À ce moment-là, il serait bien que pour le comité environnement, qu'il y ait une personne de chaque district d'un côté qui amènerait des points, qui amènerait de l'eau au moulin, en plus du représentant, là, excusez-moi, je cherchais le terme, mais je ne l'ai pas trouvé, en plus du représentant qui est en place ici. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un représentant de citoyens dans chacun de chacun des districts dans ces comités-là qui assiste à ce comité d'environnement-là. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on s'en va, nous autres, vers des consultations publiques où les citoyens, éventuellement, auront droit de faire valoir leurs différents points. Parce que les comités, on peut toujours ajouter des gens, mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, on se ramasse avec des comités de 30 personnes qui devient extrêmement difficile à gérer. Mais par contre, une ouverture totale, une transparence totale sur l'interface entre ces comités-là et la population à travers des consultations ou des comités consultatifs élargis. Maintenant, pour ce qui est des abribus, tout simplement vous dire que, est-ce que Jacques, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je siège depuis peu à la RTL. Ce que vous me dites qui est un vieux pieux depuis de nombre d'années, j'en étais même pas au courant. C'était pas dans les cartons d'action que j'ai pu m'enquérir lorsque j'ai commencé à siéger à la RTL. Ça n'a jamais été amené à la RTL, à ce qu'on m'a dit. Alors, j'en prends bonne note. Je vais en faire une demande, mais je vous dirais que ça aussi, on prépare une consultation qui va inviter les gens à venir faire part des problématiques, des intentions, des vieux pieux, etc., au niveau de la RTL. J'ai regardé la desserte qu'on a à Saint-Bruno avec les autobus de la RTL. Je vous dirais qu'il y a place à amélioration facile, à mon sens, mais on va voir comment on va pouvoir l'orchestrer. Puis des abribus, comme vous demandez, effectivement, ce coin-là, c'est un coin assez venteux. On va essayer de voir avec la RTL s'ils peuvent nous faire un relevé de fréquentation, parce que ça, ils peuvent nous le fournir. Alors, on va commencer on va aller chercher des données, on va consulter nos gens. Préparez-vous, on vous le dit, là, on va vous consulter. Puis, on va agir. Sauf que pour l'instant, comme je vous dis, là, il n'y avait pas grand-chose à RTL à part la gestion des budgets, les chiffres, etc., qui était une préoccupation de Saint-Bruno. Merci bien, M. Gauthier. Je l'inviterai M. Murray, juste peut-être un petit commentaire. Je salue M. Gauthier, dont la participation au sous-comité sur les nuisances sonores a été très importante. Je ne doute pas que vous participiez encore, parce qu'il a été présent, je pense, à 10 des 14 réunions. Alors, ça a été une participation très active. Pour vous en remercier encore. Juste vous rappeler peut-être qu'une des choses qui avait été faite suite au travail du comité, ça avait été la modification du règlement sur les heures permises pour l'utilisation des appareils bruyants sur le territoire de Saint-Bruno. C'est quand même, là, vous aviez dit qu'il n'y avait pas eu de mesure qui avait été prise, mais entre autres, il y a celle-là qui a été prise. Je voulais vous rappeler, ça a été écrit dans tous les guides du citoyen, ça a été rappelé dans les documents de la Ville à nombreuses reprises. Effectivement, le petit autocollant n'a pas été retenu, question de coût,
Mais on a quand même fait une publicité quand même assez récurrente sur ce sujet-là. Puis le règlement a été changé pour favoriser une meilleure quiétude pour les citoyens. Mais Mme Hudon touche un point essentiel. Je pense qu'aussi, avant toute réglementation, je pense que la sensibilisation des citoyens est importante. Donc, le civisme, ce n'est pas une affaire du voisin. Je pense que c'est une affaire que chacun d'entre nous, on doit avoir. Et c'est peut-être en informant, en communiquant, en s'assurant que les gens, justement, fassent attention. Dans un premier temps, ça peut déjà, à mon avis, régler une partie du problème. Monsieur le maire, c'est sûr que les citoyens n'iront pas nécessairement voir les règlements. C'est pour ça qu'on va Ils n'iront pas voir les règlements. Un petit reminder. Il y a des communications. Reminder, comme on disait, là, c'est simple à mettre, puis c'est simple à montrer aux voisins, entre guillemets. Regarde, je l'ai sur ma tondeuse, moi. Comment ça, tu ne l'as pas mis sur ta tondeuse? Regarde, ça, c'est nos paires d'avant. C'est au niveau communicationnel. Je pense qu'on doit faire un effort additionnel de ce côté-là pour mieux informer les citoyens sur la réglementation actuelle et les inviter, bien sûr, à en prendre bonne note et à s'assurer qu'ils la respectent. Parfait, merci. Merci, là. Donc, j'inviterai M. Éric-Pierre Champagne. Assurez-vous, M. le maire, ça ne sera pas très long. Pour le bénéfice de tous, là, par souci de transparence aussi, je dois préciser que je vous ai rencontré. J'ai rencontré, en fait, cet après-midi à 4 heures, M. Murray et Mme Hamelin. J'étais venu au conseil à la dernière réunion, en fait, en décembre. 18 novembre. Donc, j'avais posé un certain nombre de questions au sujet de mon entrée en gravier. Je ne reviendrai pas là-dessus, évidemment. Je suis un peu déçu parce que j'ai obtenu aucune des réponses aux questions que j'avais posées, mais là, vous et Mme Hamelin, vous vous êtes engagés là, à me donner des réponses d'ici 3 semaines, donc ça me va pour l'instant. Il y a 2 points, par exemple, que je trouvais importants. Là. Je tenais à prendre la balle au bon puis à les amener ici ce soir à l'attention du Conseil. Si vous me permettez, je vous donnerai juste 2 documents. Pas de problème. Merci. Donc, écoutez, en fait, ces questions-là ont été abordées là, avec Mme Hamelin et M. Murray. Une des questions que je pose, en fait, un document que vous avez devant vous, c'est, à titre d'information, c'est pour vous donner un aperçu de l'ampleur de la problématique des entrées en gravier. Alors, le point A sur la carte étant évidemment ma résidence et tous les petits points sur la carte étant des entrées en gravier que moi, j'ai pu répertorier. Évidemment, c'est un aperçu de la ville de Saint-Bruno parce que ça m'aurait pris une carte beaucoup plus grande que ça. Alors, il y en a plus que ça. J'en ai moi-même répertorié plus que ça. Mais sur cette carte-là, donc, c'est les points que j'ai pu répertorier. Donc, je voulais tout simplement là, que le Conseil prenne connaissance de cette information-là. En fait, le point que je tenais à amener, c'est que dans la communication en fait, M. Audard avait eu une communication avec Mme Hamelin, lui avait posé des questions dans mon dossier. Mme Hamelin lui avait répondu le 16 octobre dernier et avait mis en copie conforme M. Joël Boucher. Et j'ai posé la question à Mme Hamelin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, je me pose la question, pourquoi M. Boucher, qui à ce moment-là, conseiller municipal, n'est nullement conseiller de mon district, à ma connaissance, n'occupe pas de responsabilité au niveau des travaux publics ou de l'urbanisme. Donc, il est mis en copie conforme de ce dossier-là. Mme Hamelin me répond que, bon, elle n'est pas trop sûre de son souvenir, mais elle va vérifier. Elle va me revenir avec des réponses, mais de son souvenir, c'est M. Boucher qui en a fait la demande. Alors, je me pose la question, est-ce que l'avenir de Saint-Bruno se jouait dans mon entrée à Saint-Bruno? Est-ce que c'était une habitude de vouloir être informé de tous les dossiers comme ça? En tout cas, je me pose des questions. Et évidemment, c'est une des questions à laquelle j'attends des réponses. Je n'aborderai pas toutes les autres questions parce que ça serait faire perdre votre temps, là. Donc, d'ici 2 à 3 semaines, j'espère obtenir des réponses aux questions que j'ai posées, mais je tenais à amener ces points-là au Conseil municipal. Merci, M. Champagne. Monsieur Lausier, Marc Lausier. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers. J'avais envie de vous parler du développement des entreprises locales. Et j'ai pensé prendre un exemple des entreprises qui sont à Saint-Bruno, très intéressantes. Je vais vous parler d'un vignoble. Comme vous êtes au courant, ou j'espère en tout cas que nous sommes au courant, qu'il y a un vignoble à Saint-Bruno qui s'appelle le vignoble Coblotte. Et moi, je suis un amoureux de la vigne, du vin aussi, mais de la vigne particulièrement. Je trouve que c'est une belle entreprise à Saint-Bruno. C'est une entreprise qui a gagné des prix importants dans des panels avec des experts. Je pensais de vous nommer tout de même
certains prix qu'ils ont eus. Ils ont eu une médaille d'or sur un vin qui s'appelle le Cuvée Victor. C'est un vin de glace. Une médaille d'argent sur un vin de paille. Un vin de paille, c'est une façon de fabriquer un vin qui est au grand vent. C'est une façon d'expliquer, mais tout de même. Ils ont une autre médaille d'argent, c'était un rouge réserve. Une médaille d'argent sur leur rosé et une de bronze sur leur porto. Ça, c'est avec tous les vignobles du Québec. Fait qu'on s'entend que notre vignoble, ici, à nous, fait des belles choses. Gagne des prix. C'est pas la première fois qu'il gagne des prix, mais là, c'était vraiment prestigieux. C'était vraiment avec les pairs, c'était les grands vins du Québec en novembre 2013, c'est tout récent. La raison que j'apporte ça ce soir au conseil municipal, c'est pour faire sensibiliser aussi les gens de nos commerces locaux. Et quand nous, les gens de Saint-Bruno, vous, au conseil municipal, on a des activités, la question que je me pose, est-ce qu'on devrait essayer de penser à inclure dans nos activités des produits de chez nous, comme une activité du conseil où on donne aux gens des vins, on a une coupe de vin, etc. J'ai pas eu la chance de vous rencontrer, je n'étais pas en ville, mais on pourrait avoir un choix de donner, pas nécessairement exclusivement un vin local, mais qu'on ait pour nos gens le choix de goûter au vin local. Le vignoble Coblat, ça va être très fort. Je suis biaisé, hein? Premièrement, je suis viticulteur, c'est qu'en quelque part, je prêche pas ma paroisse parce que je ne suis pas membre de ce vignoble-là, je suis vraiment à l'extérieur. Mais ce sont des gens qui travaillent très, très fort. C'est des gens qui ont besoin de l'aide de la communauté locale. Par exemple, le vignoble ici, c'est pas peu dire, fabrique environ 15 à 16 000 bouteilles de vin par année, avec une production d'ici 2 ans d'environ 20 000 bouteilles. C'est tout de même une belle business. C'est des gens locaux, c'est de la bouffe, c'est vraiment intéressant. Et je me dis, tout simplement, pouvons-nous offrir, nous, à Saint-Bruno, quand on a des événements, du vin du vignoble Coblat. Point. Je pourrais vous parler de 25 places différentes de Saint-Bruno, ou de 50, ou de chocolat, ou ce que vous voulez. C'est tout ce que je veux vous apporter, messieurs, dames, et je vous souhaite grande soirée. Bien, je vous répondrai, M. Lausier, tout simplement que vous touchez une corde sensible, parce qu'effectivement, moi, je suis vendu en quelque sorte à toute la question de l'achat local, et je sais que le vignoble Coblat est un vignoble intéressant à plusieurs égards. 905 Grand Boulevard en passant. Et oui. Et cette année, vous allez voir, on a un projet de réfection du Grand Boulevard Ouest qui devrait permettre d'améliorer ce bout-là, qui était difficilement carrossable. Et donc, on devrait être en mesure cette année de s'y rendre sans risquer d'y perdre une roue ou de défoncer son auto. Par contre, lui peut se rendre ici pour vous apporter du vin, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça aussi, ce que je voulais vous dire en plus, c'est que oui, on est très sensible à cette dimension-là. Et on va faire un virage très important au niveau de l'achat local. On a déjà d'ailleurs au niveau des prix de présence la semaine dernière concernant justement le don de sang. On a été chercher des bons d'achat qu'on va faire tirer prochainement là, pour ceux qui étaient là et qui vont inciter ces gens-là à aller dans les commerces de Saint-Bruno. Cette sensibilité-là, elle est là. Ça coûte très peu à la ville, mais je pense que c'est un intérêt qu'on doit avoir. Je sais que notre centre-ville souffre actuellement. Difficulté, on voit plusieurs locaux qui sont fermés. Un qui vient de fermer, là, qui va fermer prochainement, c'est Hugo Olivier, donc, qui était ici depuis des années. Problématique au niveau du coût des loyers, c'est sûr que c'est pas nécessairement abordable, donc ça nous oblige à regarder ça de très près. Et c'est pour ça qu'au cours des prochaines semaines, vous allez voir, on va mettre sur pied un comité de développement économique. Nous avons déjà rencontré Développement économique Longueuil et nous allons travailler très, très fort. Entre autres, d'ici la fin de l'année, on devrait être en mesure d'élaborer ce qu'on appelle un plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville. Parce que notre intérêt, c'est vraiment de s'assurer que ce centre-ville-là se développe de la bonne façon et serve les intérêts de sa communauté, non pas uniquement en termes de services de proximité, mais aussi pour toute la question de la détente, du loisir et aussi des produits que l'on pourrait trouver ici qui sont assez spéciaux. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on aborde l'année 2014. Merci, M. le maire. Je peux ajouter une petite chose. Allez-y. Si chacune des maisons, des résidences de Saint-Bruno, on a 10 000 portes, achetait une bouteille de vin par année, une bouteille de vin par année, c'est 2/3 de sa production qui est vendue. Une bouteille de vin. Et on pourrait rebaptiser
le Grand Boulevard, parce que Grand Boulevard à Saint-Bruno, c'est un peu mélangeant. On pourrait appeler ça rue de la soif. Ah oui, au bout du vin. Merci, là. Ça termine la période de questions. Oui. Oui. Même en vélo, cette section-là de Grand Boulevard, c'est même pas carrossable en vélo. Mais là, ça va l'être. Ça va l'être. On peut vous l'assurer d'ici la fin de l'année. Et en passant, un petit message publicitaire. Vous savez que c'est les Jeux du Québec du 1er au 9 août. Et il y a les écuries de la montée qui ont obtenu, eux autres, les épreuves d'équitation. Donc, on est rendu maintenant au point 6, dépôt de documents. Je peux faire rouler ta petite liste de mouvements de personnel. Tu peux encore, vas-y. Donc, vous avez ici, au niveau, on a fait quelques statistiques pour vous aider à vous reconnaître un petit peu là-dedans. Bon, vous voyez, c'est essentiellement des embauches d'emplois saisonniers et tout simplement donc des fins de contrat, des renouvellement de contrat, ce qui fait que le 1er janvier, effectivement, il y a eu beaucoup de renouvellements de contrats. Donc, ce n'est pas nécessairement des ajouts, simplement que c'est des emplois qui venaient à terme et qu'on a recréés en quelque sorte. Donc, ça vous donne les statistiques. Maintenant, autre dépôt de documents, liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 7 janvier. Donc, vous avez partie autre que salaire, vous avez salaire. Donc, vous voyez les virements qui ont été effectués, les raisons pour lesquelles elles ont été effectuées. Donc, c'est vraiment donc, quand on parle de budget, donc c'est une modification, donc ce qu'on appelle des virements, mais à l'intérieur des postes budgétaires très semblables. Donc, on ne prend pas, par exemple, un montant et on ne l'affecte pas à un autre type de dépense. C'est vraiment des dépenses qui sont connexes. Tout simplement, c'est qu'on prend un poste budgétaire qui était en excédent ou qui devrait l'être, pour l'affecter à une dépense similaire dans un autre poste qui est très près. Donc, vous en avez pour 69 700 $ et vous avez aussi transfert là, au niveau des salaires pour un montant de 6 500 $. Maintenant, pétition. Nous déposons aujourd'hui une pétition « Préservons le boisé sabourin ». Bon, le texte n'est peut-être pas tout à fait parce qu'évidemment, on n'a pas un grand écran. Mais la pétition, quand on a fait signer la pétition par les citoyens, c'était le libellé que les gens avaient. Donc, les gens ont signé sur la base de ce libellé-là. Tout simplement, aujourd'hui, on dépose cette pétition-là qui avait combien de noms? Je ne me souviens plus. Plusieurs, je pense autour de 400 quelques noms. C'est bien ça? 400. Près de 400 noms. Autre dépôt de documents, certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du règlement 2013-18 décrétant des travaux de construction des infrastructures de la rue A, transversale à la rue René-Descartes, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Bon, évidemment, quand on s'en va dans ce genre de travaux-là, il faut s'assurer que les gens sont d'accord. Donc, dans le cas présent, il y avait, je pense, 2 personnes habiles à voter. Il n'y a pas eu de personnes qui se sont opposées. Donc, la greffière a signé le certificat nous permettant d'aller en emprunt pour faire ces travaux. Et les emprunts, à moi que je ne m'abuse, je pense, seront à la charge éventuellement de ceux qui seront bénéficiaires pas des infrastructures, mais des entreprises qui éventuellement se construiront sur ces terrains-là. Le point 7 maintenant, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Vous avez maintenant toute la liste, comme d'habitude, dossier du Conseil, Direction générale, ressources humaines, finances, loisirs, culture, développement urbain, greffe et contentieux, travaux publics et services techniques et génie. Donc, nous allons d'abord commencer par le point 7.1, dossier du Conseil, autorisation de déplacement, formation pour les élus vers des collectivités nouvelles. C'est une formation spécifique aux élus. Et ce qui est heureux, c'est que je pense 8 des 9 conseillers et moi-même seront présents à cette formation-là, qui est spécifiquement donnée aux élus et qui était très, très intéressante parce que c'est vraiment toute la question des nouvelles collectivités. Et puis, comme vous savez qu'il y a encore de la place pour du développement à Saint-Bruno, de regarder ce qui est à faire et aussi par rapport à ce qui a déjà été fait, mais peut-être avoir des idées intéressantes sur ce qui pourrait être amélioré. Donc, là, je demande... Suite, faire lecture. OK. Ça ne sera pas long.
Donc, autorisation de déplacement, formation pour les élus vers des collectivités viables. Il est proposé d'autoriser M. Martin Murray, maire, Mme Thérèse Hudon, Isabelle Bérubé, Marie-Lou Allary et Michel Archambault, conseillère municipale, ainsi que M. Michael O'Dowd, André Vester et Jacques Bédard, conseillers municipaux, à participer à la formation pour les élus vers des collectivités viables, offerte par Vivre en Ville dans la région de son choix au coût de 125 $, excluant toutes les taxes applicables par participant ainsi que toutes autres dépenses afférentes, et ce, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux, LRQ, chapitre T-11.001, pour ceux qui veulent la spécificité. Donc, qui propose? Mme Marie-Lou Allary, appuyée par Mme Isabelle Bérubé. Nous passons maintenant au point 7.2, direction générale, aucun point. 7.3, ressources humaines, aucun point. Nous en sommes maintenant au point 7.4. Donc, finances, 7.4.1, autorisation des dépenses. Fait que je demanderai à Mme Archambault d'en faire lecture. Alors, pour la période visée, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée le 6 janvier 2014 au montant de 5 802 260 $ et 41 sous, pour être exact, incluant les charges salariales de 913 364 000 et 37 sous pour les périodes 48 à 52 pour la période 2013 et la période 01 pour l'année 2014. La liste des chèques émis pour une somme de 4 360 292 $ et 60 sous, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 528 603 $ et 44 sous. Alors, vous allez voir à l'écran, en fait, si vous voyez les périodes visées avec les montants salariales divisés pour le total tel que mentionné. Donc, tu fais la proposition. Et qui appuie? Jacques Bédard. Nous en sommes maintenant... En fait, avant de passer à l'étape, juste pour revenir en arrière, on a vu un petit « saviez-vous que », vous allez voir à un moment donné, dans les prochaines séances du conseil municipal, nous allons aussi mettre des petits topos sur certains éléments. Saviez-vous que, entre autres, je pense que c'est important que les gens savent que la ville de Saint-Bruno, c'est 180 km de rue. Et donc, évidemment, quand il y a une tempête de neige, ça ne se déneige pas en l'espace d'une heure ou deux. Et nous avons aussi 53 km de trottoirs et 16,5 km de pistes cyclables à déneiger. Donc, vous voyez, ça a été une période difficile en décembre, quelques tempêtes coup sur coup, mais je pense que les cols bleus au niveau du déneigement, ça c'est pas si pire. Mais quand on est dans une période de glace, comme on a connu, ça devient extrêmement compliqué. Et évidemment, ça rend aussi les trottoirs extrêmement dangereux pour ceux qui les utilisent, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et je pense qu'on n'a pas ménagé ces efforts-là. Et je pense qu'il faut aussi, qu'il est important de le signaler, peut-être les gens pensent que comme on est un nouveau conseil municipal, qu'on a pu faire des coupures, il n'y a eu aucune coupure au niveau du déneigement. Ça, je puis vous l'assurer. On a fait tous les efforts possibles, imaginables et inimaginables. Je sais que durant la période entre Noël et le jour de l'an, il y a des gens des cols bleus qui n'ont pas dormi souvent. Quelques heures par nuit, pendant plusieurs nuits d'affilée. Donc, je pense que l'effort a été là. Mais malheureusement, il y a des conditions climatiques qui rendent les choses extrêmement difficiles. Ça fait partie de la donne. OK. Donc, le point maintenant, 7.5. Loisirs, culture et vie communautaire. Je demanderai à Mme Allary d'en faire lecture. Alors, aide financière au Club optimiste Montbruno, le Manoir, levée de fonds 2014. Il est proposé d'accorder une aide financière de 364 $ au Club optimiste Montbruno, le Manoir, pour défrayer les coûts de location du Centre Marcel-Duluth dans le cadre de sa levée de fonds qui se tiendra le 14 février 2014. Alors, je le propose. Qui appuie? Martin Guévremont. En passant, donc, c'est la 4e édition de l'événement Vin et fromage. Ils font ça le 14 février. Donc, si vous avez le cœur à la fête, sans jeu de mots. 7.52. Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de modules de jeu au parc de la Coulée, APP SI 13-59. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de modules de jeu au parc de la Coulée au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Équipement récréatif Jean Bett Inc.,
pour un montant approximatif de 58 882 et 36 sous, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SI 13-59. Vous allez avoir à l'écran, là, juste pour présentation. Ce sont les... Et la coulée, c'est Roberval, quand vous descendez Roberval. On a agrandi le stationnement de la commission scolaire. Ça fait ça a amené le déplacement des jeux. De toute façon, je pense qu'il y a besoin d'être rafraîchi. Et on a profité de l'occasion, justement, pour, donc en les déplaçant, de les bonifier. Et c'est ce que vous avez à l'écran. C'est le visuel final qu'on devra avoir quand les travaux devront être réalisés d'ici, je pense, le début de l'été. À peu près, dans ces eaux-là. Donc, qui propose? Marie-Lou. Et qui appuie? Jacques Bédard. 7.6, développement urbain. Donc, toujours Marie-Lou. Oui, alors, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2013-105, pour l'ajout de 4 auvents, dont 2 avec affichage au 60 boulevard Clairvue-Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-105 déposée par Mme Linda Lauzon d'Enseigne André Inc. pour et au nom d'Access Gestion d'actifs Inc. pour l'ajout de 4 auvents, dont 2 avec affichage au 60 boulevard Clairvue-Ouest, et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-12-12.6 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2013. Donc, Marie-Lou, tu en fais la proposition? Oui. Puis, Jacques Bédard appuie. Et vous voyez, pour ceux que... Bon, c'est Tropicazou qui était sur Roberval, qui déménage dans l'ancien local de vidéo Super Choix. C'est bien ça? Et donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a 2 affiches, une sur le côté et une en façade. Le point 7.6.2, mandat requête en cours supérieure, loi sur l'aménagement et l'urbanisme, démolition du bâtiment situé au 1747 rue Pont-Gravé. Il est proposé de mandater les procureurs de la Ville pour déposer au moment opportun une requête en cour supérieure en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin d'autoriser la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à démolir le bâtiment situé au 1747 rue Pont-Gravé et de permettre le recouvrement des frais encourus au même titre qu'une taxe municipale imposée sur l'immeuble. Madame Valérie, vous en faites la proposition? Ah oui, Monsieur Lester. Oui, juste pour le bénéfice de tout le monde, c'est un dossier qui est très sensible. C'est un dossier... pardon? Confidentiel. Allez-y. C'est parce que peut-être éviter de nommer la personne. Peut-être. Oh, ce n'est pas du tout mon intention. Juste simplement dire que c'est un dossier très particulier, très sensible. On peut parler de confidence, mais une fois qu'on a marqué à l'écran l'adresse, je pense que tout le monde peut aller voir. Alors, c'est un dossier, c'est un dossier que je veux souligner. Parce que durant la campagne électorale, je l'ai découverte, cette situation particulière qui se trouve à être Quilmet dans mon district que je représente. Et j'ai eu de la part des gens qui habitent sur la rue Pont-Gravé des demandes spécifiques pour essayer de trouver une solution à ce dossier-là, fort sensible. Alors, il y a eu des discussions, il y a eu l'évolution de ce dossier-là. Et ce que je voulais surtout faire, et ça, j'aimerais que ce ne soit pas confidentiel, mais plutôt très ouvert, j'aimerais remercier tout l'appareil administratif de la Ville, en commençant avec Mme Hamelin, la directrice générale et son équipe, parce que c'est un dossier pour trouver une solution. Il y a un volet, d'abord et avant tout, un volet très humain. Il y a une personne qui habitait cet endroit-là, et qui a un mode de vie qui est différent, disons, que la moyenne des gens. Et la Ville a beaucoup travaillé pour trouver une solution pour la personne et également pour les voisins qui subissaient certains effets de cette personne-là. Alors, ceux qui sont intéressés à en savoir un peu plus et à aller visualiser les trous dans la toiture où l'eau et la neige rentrent, vous pourrez aller le voir. L'adresse est inscrite.
Alors, je pense que c'est un dossier qui évolue, guillemets, bien. Il y a différentes étapes à être franchies. Et encore une fois, je voulais remercier la Ville pour son implication dans la solution de ce dossier. J'ajouterais aussi, évidemment, suite au commentaire de M. Besner, évidemment, ça, c'est des situations qui sont assez pénibles au niveau humain et social. Il n'est pas possible, compte tenu de l'état actuel de la bâtisse, de la conserver. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé cette démolition, parce qu'elle est vraiment là, dans un état pitoyable. Ça va, donc, est-ce que ça a été... donc, Mme Allary, vous en faites la proposition appuyée par Mme Isabelle Bérubé. Le point suivant. 7.6.3, demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-100 pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2013-100 déposée par M. Jean-François Dubé et Mme Julie Chartré pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-12-12.5 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2013. C'est un dossier qui avait été soumis au mois de novembre, évidemment, donc il y a eu évolution. Il y a eu coupe d'arbres, donc c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau plan qui a été présenté à la satisfaction du comité d'urbanisme, et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Donc, proposé par Mme Allary et appuyé par Mme Archambault. Les dossiers du greffe et contentieux, le point 7.7.1, conclusion d'une entente intermunicipale sur les modalités de paiement pour l'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées de la ville de Sainte-Julie par le domaine du ski Mont-Bruno. Donc, il est proposé de conclure une entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Julie sur les modalités de paiement pour l'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées de la ville de Sainte-Julie par domaine de ski Saint-Bruno Incorporé, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir entre la ville de Sainte-Julie et la ville de Saint-Bruno de Montarville et tout autre document y afférent. C'est un dossier quand même qui date pas d'hier. Je pense que le domaine du ski, compte tenu de sa situation, pouvait difficilement s'approvisionner au réseau d'aqueduc de la ville de Saint-Bruno et aussi pour le traitement de ses eaux usées. Donc, il y a eu une entente avec Sainte-Julie, compte tenu de sa proximité, pour s'assurer qu'il puisse recevoir ces services-là. En contrepartie, évidemment, donc, la ville de Saint-Bruno est facturée pour les services qu'ils offrent au domaine du ski Mont-Bruno, et ski Mont-Bruno est facturé par la ville de Saint-Bruno pour le paiement de ces services-là. Donc, en bout de ligne, c'est uniquement une entente intermunicipale, mais au final, c'est un zéro pour un petit peu tout le monde, parce que le bénéficiaire ultime, c'est bien sûr Sainte-Julie, mais compte tenu du fait qu'il fournit l'approvisionnement en eau, il reçoit bien sûr la contrepartie financière. Donc, qui propose? Je le propose. Madame Isabelle, appuyée par Madame Michèle Archambault. On est rendu au point 7.7.2. Conclusion d'une entente pour le regroupement des municipalités au sein de l'UMQ relativement à l'achat commun d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et pour les parcs de BMX. Il est proposé de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX situés dans la municipalité pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019, donc une entente de 5 ans, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX, telle que rédigée par l'Union des municipalités du Québec. » Qui propose? Donc, Jacques Bédard, qui appuie? Martin Guevron. Nous en sommes maintenant au point 7.8, les travaux publics. Adjudication d'un contrat de travaux de pavage, de recouvrement et de rapiessage pour l'année 2014, APP SP 1352,
Il est proposé d'adjuger le contrat de travaux de pavage, de recouvrement et de rapiessage pour l'année 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les entrepreneurs Bucaro Incorporés, selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 152 160 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SP 13-52. Qui propose? Je propose. Jacques Bédard. Qui appuie? Michel Archambault. 7.8.2. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Ça, c'est assez long. Vous allez voir. Attelez-vous. Il est proposé de confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et de lui confier le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence et diesel, nécessaires aux activités de notre organisation municipale, de permettre l'octroi d'un contrat d'une durée d'1 an, plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année, selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, de confier à l'UMQ le pouvoir de bénéficier au nom de l'option de renouvellement prévue au contrat, de s'engager à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin, à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé et à payer à l'UMQ des frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale selon les modalités suivantes. L'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,0080 sous par litre acheté aux non-membres UMQ. L'UMQ pourra facturer aux participants à très faible volume un frais de gestion minimum annuel de 150 $, de tout conformément aux dispositions de l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes. Qui propose? Je propose. Jacques Bédard. Qui appuie? Michel Archambault. Le point 7.8.3, adjudication d'un contrat de réfection de bordure et trottoir. APP-SP-13-57, il est proposé d'adjuger le contrat de réfection de bordure et trottoir pour une durée d'1 an en 2014, avec une option de renouvellement de 4 années au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Béton GL Incorporé, selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 111 000 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SP-13-57. Qui propose? Je propose. Jacques Bédard. Qui appuie? Michel Archambault. 7.8.4, installation de panneaux d'interdiction de stationnement rue Cherbourg et Sainte-Augustine. On le fait parce que c'était devenu très compliqué. Quand les gens se stationnent, il n'y a pas d'espace pour les véhicules d'urgence, donc ça crée une situation très particulière. Il est proposé d'approuver l'installation de panneaux d'interdiction de stationnement tout temps du côté nord-ouest de la rue Sainte-Augustine face au numéro de porte 75 à 125, ainsi que du côté sud-est de la rue Cherbourg face au numéro de porte 84 à 122. Qui propose? Je propose. Jacques Bédard. Qui appuie? Isabelle Bérubé. 7.8.5. Modification aux règles de stationnement. Ça, c'est important. Levée de l'interdiction de stationnement jeudi et vendredi matin de 8h à 10h du 1er avril au 1er décembre dans le quadrilatère du centre-ville. Il est proposé de lever l'interdiction de stationnement les jeudis et vendredis de 8h à 10h du 1er avril au 1er décembre dans les rues situées dans le quadrilatère du centre-ville, à savoir rue Montarville entre le boulevard Clairvue et le boulevard Seigneurial, boulevard Seigneurial entre la rue Roberval et la rue Montarville, chemin de la Rabastalière entre la rue Roberval et la rue Saint-Jacques. Qui propose? Je propose. Jacques Bédard. Qui appuie? Isabelle Bérubé. Petit commentaire en passant. Vous saviez que cette interdiction existait depuis de nombreuses années. C'était un irritant. D'ailleurs, au niveau des commerçants du centre-ville, tout le monde s'en plaignait. Moi, le premier, irrité d'un ticket. Donc, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Saint-Bruno, beaucoup de citoyens qui allaient prendre un café chez Cafellini ou encore qui allaient chez le coiffeur et qui se retrouvaient en sortant
avec un billet de stationnement, alors qu'il s'est révélé après coup que finalement l'interdiction ne correspondait pas du tout aux besoins de nettoyage des rues par le balai mécanique. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie, je pense, du souci qu'on a d'être à l'écoute des citoyens et des commerçants. Et c'est un obstacle qu'on vient de lever parce qu'entre le 1er décembre et le 31 mars, il n'y a aucune obligation de cette part et d'un côté et de l'autre de la rue. C'était uniquement à partir du 1er avril qu'il y avait une interdiction de stationner. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout à l'année. Services techniques et de génie, le point 7.9.1. Rejet des soumissions pour les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre la rue Hudson et la montée Montarville, GEN-2013-14. Il est proposé de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre la rue Hudson et la montée Montarville, contrat GEN-2013-14, en raison des dépassements budgétaires. Tout simplement, juste une petite explication avant qu'on passe au vote, c'est que les travaux vont se faire, mais dans un contexte autre, c'est-à-dire qu'on va aller en appel d'offres de nouveau, en l'englobant dans un appel d'offres plus large. C'est parce qu'à la période où les travaux, en fait, l'appel d'offres avait été lancé, les gens avaient l'impression que les travaux devaient se réaliser durant la période hivernale, ce qui avait fait augmenter de façon très importante les coûts, et on se retrouvait en dépassement budgétaire. Donc, tout simplement, on va réaller en appel d'offres. Les travaux vont se réaliser. Donc, qui propose? Je propose. Madame Isabelle, oui, commentaire? Allez-y. J'aurais juste une question pour remettre en cause le vote. Comme ce sont des travaux qui étaient prévus, qui sont nécessaires dans ce coin-là où il y a nettement des problèmes, c'est dans mon quartier, la rue Hudson et la montée Montarville, on a demandé à la session de travail qu'il y ait une communication qui soit faite aux citoyens. Je voulais vérifier à quel moment on pensait la faire, puis j'aimerais voir la communication avant qu'elle soit envoyée aux citoyens. Je vous remercie. Merci, Mme Hudon. Donc, qui propose? Mme Bérubé, qui appuie? Mme Michèle Archambault. Le point 8, nous en sommes maintenant aux avis de motion, projet de règlement et règlement. Adoption, le 8.1, adoption du règlement 2013-19 modifiant le règlement numéro 1 concernant la rémunération des élus municipaux. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-19 modifiant le règlement numéro 1 concernant la rémunération des élus municipaux tel que présenté avec dispense de lecture. Tout simplement, c'est que vous le voyez à l'écran, donc ça c'est suite au départ des conseillers reliés à l'élection du 3 novembre, les montants qui ont été attribués aux personnes qui n'ont pas été élues ou qui ont décidé de ne pas se représenter. Donc, vous voyez, au niveau des allocations de départ, ça, c'est dans la loi des cités et villes. En fait, c'est des normes qui sont déjà édictées en fonction de paramètres précis. L'allocation de transition, ça faisait partie du règlement de régie interne qui avait été voté en 2006. Ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est qu'on modifie le règlement de régie interne qui fait que l'allocation de transition disparaît. Ne reste que les allocations de départ qui sont déjà dans la loi provinciale. Donc, qui propose? Je propose. Jacques Bédard, qui appuie? Michèle Archambault. Le point 8.2, adoption du règlement 2014-2 modifiant le règlement 2012-6 relatif au régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno de Montarville et abrogeant le règlement R5-1A sur le régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-2 modifiant le règlement 2012-6 relatif au régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno de Montarville et abrogeant le règlement R5-1A sur le régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno de Montarville tel que présenté avec dispense de lecture. Tout simplement, c'est une modification pour se conformer à la loi par rapport justement à la gestion des régimes de retraite. Donc, si je voulais le libeller, c'est malgré ce précède d'un avis écrit transmis à tous les participants. Donc, ça n'a aucune connotation monétaire, c'est uniquement pour s'assurer d'être conforme à la loi. Qui propose? Michèle Archambault. Qui appuie? J'appuie. Isabelle Bérubé. Nous en sommes donc au point 8.3, avis de motion d'un règlement dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno de Montarville d'un code d'éthique et de déontologie. Qui fait l'avis de motion? Moi-même. Donc, avis de motion d'un règlement dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno de Montarville d'un code d'éthique et de déontologie. Alors, je donne l'avis de motion
de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un projet de règlement dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno d'un code d'éthique et de déontologie. Alors, je dois en faire la lecture. J'aimerais remercier Mme Tousignan d'avoir écourté le texte pour nous d'une manière considérable, parce qu'on l'a même écourté juste avant la séance. Alors, merci pour le bénéfice de tous. Alors, donc, je vous lis ce qui est nécessaire. C'est, en fait, un résumé sur le règlement dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno d'un code d'éthique et de déontologie. Alors, conformément aux dispositions de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit se doter d'un code de déontologie pour ses membres du conseil et, à la suite d'une élection, le remplacer avec ou sans modification avant le 1er mars de l'année qui suit l'élection. Donc, ça s'en vient. Ce code doit prévoir l'établissement de valeurs et de principes d'éthique tels que l'intégrité, l'honneur, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. Il doit par ailleurs prévoir des règles de déontologie. Donc, en fait, le règlement existe déjà et tout simplement, on le réadopte. Alors, pour ce faire, l'échéancier proposé est le suivant. Donc, dépôt d'un avis de motion qui se fait ce soir, accompagné du projet de règlement. Et puis, par la suite, publication d'un avis public le 5 février, contenant le résumé du projet, la date, l'heure et le lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement, à savoir le 17 février 2014, donc la prochaine séance du Conseil. Avis public de son entrée en vigueur en février et transmission d'une copie au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire avant la fin mars, donc le MAMRO. La loi oblige également que ce code comporte les sanctions prévues à la loi en cas de manquement. Et le règlement qui est présenté ce soir remplace le règlement donc adopté en 2011 sans modification et comporte notamment 4 sections. Donc, l'objet du code, les valeurs de la municipalité, les règles de conduite et les mécanismes de contrôle. Je ne passerai pas nécessairement à travers tous les points, mais ce code-là sera disponible. Et dans le code également, vous trouverez la liste aussi d'exemples de conflits d'intérêts à l'intérieur de l'article 4.3. Finalement, dernièrement, conformément à la loi, le Code prévoit des mécanismes de contrôle à l'application des règles d'éthique et de déontologie. Donc, en cas de manquement, un membre du conseil municipal peut se voir imposer les sanctions suivantes. Donc, la réprimande, la remise à la municipalité du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qu'a duré le manquement à une règle du Code, la suspension du membre pour une période allant jusqu'à 90 jours sans rémunération. Donc voilà, c'est un résumé, bref résumé du code qui sera adopté au prochain conseil. Le code comme tel, oui, ça va être disponible, sans aucun problème. Monsieur le maire. Excusez-moi, il y a une publication dans le journal, vous allez retrouver tous les éléments du code. Le 3 février, il y aura un avis dans les journaux. L'avis est toujours déposé sur le site web et affiché ici là, à l'Hôtel de Ville. Et puis, il est disponible sur demande, là, si vous voulez. Comme je vous dis, là, le résumé là, est vraiment tout là, dans la publication. Mais on va s'assurer qu'il soit disponible sur le site web dès qu'il sera adopté. Le 8.4, avis de motion. Qui donne l'avis de motion? C'est moi. Et Mme Urubé. La conseillère, c'est moi, donne avis de motion d'un projet de règlement décrétant les travaux de réfection du Grand Boulevard Ouest entre la rue des Bollets et la montée Daniel, en autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Alors, c'est la section dont on parlait tout à l'heure qui n'était pas carrossable du tout. L'état actuel de la surface de chaussée du Grand Boulevard Ouest présente d'importantes fissurations et crevasses nécessitant des réfections temporaires récurrentes annuellement par la Direction des travaux publics. Des travaux de drainage et de surface sur la pleine largeur de l'ensemble du tronçon de rue allant jusqu'à la limite du territoire de Saint-Bruno-de-Montarville sont alors requis. Notons que cette artère sera le seul accès pour les épreuves équestres des Jeux du Québec 2014 qui auront lieu à l'écurie La Montée. De plus, les résidents du secteur en demandent la réfection depuis plusieurs années. Alors, est-ce que je dois lire autre chose? Non? Voilà. Avis de motion. Je ne crois pas qu'il y ait de place pour on demande s'il y a une piste cyclable, mais il n'y a pas d'espace possible pour le faire. Pas pour l'instant.
8.5, avis de motion. Monsieur Bédard. Avis de motion de règlement établissant le programme d'entretien routier 2014 et en autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Je donne l'avis de motion de la présence lors de d'une séance du Conseil du projet de règlement établissant le projet d'entretien routier 2014 et en autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Ça va. 8.6, avis de motion. Madame Allary. Avis de motion de règlement modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de régir l'élagage des arbres à l'extérieur des milieux naturels. Donc, je donne avis de motion d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de régir l'élagage des arbres à l'extérieur des milieux naturels. OK. Le point 8.7 maintenant, qui est l'adoption du projet de règlement. Donc, adoption du projet de règlement URB-Z 2009-020, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de régir l'élagage des arbres à l'extérieur des milieux naturels. Il est proposé d'adopter le projet de règlement URB-Z 2009-020, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de régir l'élagage des arbres à l'extérieur des milieux naturels tel que présenté avec dispense de lecture. Et vous avez à l'écran là, la modification de l'article 527.1, élagage des arbres. Donc, j'aurais des questions. Je m'excuse, Monsieur le Président. Allez-y. J'aurais des questions. Bien que je souscrive à la motivation qui est derrière l'élaboration de ce règlement-là, j'ai posé quelques questions déjà à l'Assemblée de travail. Je n'ai pas nécessairement obtenu toutes les réponses et j'aimerais bien de toute façon que ces réponses-là soient publiques. Alors, présentement, c'est sûr que à l'intérieur du plan de conservation des milieux naturels qui avait été adopté en 2012, il y avait un objectif d'augmentation du couvert arboricole dans tous les milieux. Puis il y avait plusieurs approches qui avaient été suggérées. Présentement, il n'y a pas de demande de permis à faire pour les citoyens pour faire de l'élagage. Est-ce qu'on prévoit exiger une demande de permis pour le faire? La réponse, c'est que nous allons aller prochainement vers l'élaboration d'une politique de l'arbre et tout ça devrait être inclus effectivement dans cette politique-là. On va vraiment aller très loin par rapport à la protection de la couverture végétale. Bon, j'allais d'ailleurs suggérer, vous avez dit tout à l'heure en réponse à un citoyen, qu'avant toute réglementation, la sensibilisation était très importante. Et je m'interroge sur la nécessité d'adopter ce soir un règlement sans avoir fait le tour du dossier. J'avais moi-même suggéré à la session de travail qu'on élabore une politique de l'arbre démontrant l'importance du maintien et de l'augmentation de la canopée à Saint-Bruno. Et dans cette politique de l'arbre-là, je pense qu'on devrait évidemment parler de l'entretien des arbres, qui dans certains cas exige un élagage qui ne doit pas être fait à la légère, qui ne doit pas être fait non plus peut-être sans connaissance appropriée pour le faire pour la santé de l'arbre. Il y a aussi, c'est sûr que je sais très bien que l'objectif derrière ça, c'est d'éviter que les gens élaguent au point de faire mourir leur arbre. Mais quand on ne demande pas, on n'a pas à demander de permis, et on demande des permis d'abattage, mais pas d'élagage, je me demande de quelle façon on va pouvoir assurer le respect de nouvelles réglementations sans avoir fait le tour du dossier, sans avoir défini non plus les autres façons qui existent. Et je n'ai pas l'intention d'en faire la publicité ce soir parce que je suis tout à fait opposée à ces façons de faire mourir un arbre d'une belle mort. Je ne veux pas suggérer des moyens, évidemment,
Mais il y a toutes sortes de moyens que les citoyens peuvent utiliser et la sensibilisation des citoyens au respect de l'arbre est importante et je trouve que ça devrait être fait avant d'adopter une réglementation qui va être, par définition, je pense, incomplète. Nous n'avons pas, à ma connaissance, fait le tour des vérifications des pratiques dans les villes avoisinantes. J'en ai fait quelques-unes, quelques vérifications. Et sur la pratique de l'élagage, il y a différentes formules qui vont du 20 % que vous suggérez ce soir à 25 % dans certaines villes, à 33 % dans d'autres. Dans certaines villes, on refuse qu'il y ait un étêtage. Dans certaines villes, on est prêt à regarder la permission pour un surélagage. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent autour de l'entretien des arbres. Et je trouve prématuré qu'on dépose ce soir un règlement sans qu'on ait fait le tour du dossier. Et c'est pour cette raison-là, moi, je vais m'opposer à l'adoption du règlement ce soir, qu'on donne un avis de motion. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on regarde ça. Je pense que c'est un dossier qui est important pour le maintien de la canopée, mais on doit faire le tour avant de proposer de la réglementation. On l'a dit tout à l'heure, la réglementation, si on n'est pas capable de la faire respecter, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'en faire. En fait, ma réponse est toute simple, c'est que c'est à la suggestion, évidemment, des gens à l'interne que nous allons de l'avant avec ce règlement-là, sachant sa portée, qui est quand même limitée, on en est bien conscient. Mais vous savez que bientôt, nous allons arriver au printemps et qu'il y a déjà certaines personnes ou certains groupes qui vont décider d'aller de l'avant avec l'élagage. C'est un peu à titre préventif parce que je ne pense pas que la politique de l'arbre soit disponible avant plusieurs mois. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on l'amène ce soir pour parer en quelque sorte au plus urgent, sachant très bien que c'est incomplet, mais pour nous, c'est nécessaire de procéder et de s'assurer, comme vous le dites, à travers des communications, que les gens soient bien informés de ce changement-là et que les gens aussi, on les invite en quelque sorte, s'ils doivent eux-mêmes faire leur élagage, à bien s'informer avant de le faire, parce que souvent, ce n'est pas nécessairement par mauvaise intention. Les gens décident de couper une branche, mais la coupent un peu n'importe comment, ce qui fait qu'éventuellement, la maladie s'installe dans l'arbre et tôt ou tard, il finit par mourir. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on l'amène. Puis, on en est conscient, on en a parlé la semaine passée lors de notre session de travail, des limites de ces règlements-là, mais on s'est dit qu'à tout prendre, on est mieux de procéder maintenant. Et on va déposer d'ici l'automne une politique de l'arbre qui va effectivement faire le tour de toutes ces questions-là et qui va regarder ce qui se fait mieux un peu partout à travers les différentes municipalités du Québec. Malheureusement, je ne peux pas prendre l'intervention de la salle, sinon... Bon, OK. Mais c'est pour ça, c'est important que vous le mentionniez. Que vous le mentionniez. C'est ça. C'est pour ça que c'est important que vous le mentionniez. Donc, effectivement, on a quelque chose à... Mais de quelle façon, à ce moment-là, quand même, qu'on ait entendu cette réflexion dans la salle, je pense, appuie le point que je défends. Comment vous pensez arriver à faire respecter un règlement qui n'est pas nécessairement adéquat? Et vous allez faire comment, là? On n'a pas non plus l'inventaire qui a été suggéré dans le plan de conservation, n'a pas le contrat pour un inventaire détaillé des arbres sur notre territoire n'a pas été donné. Comment vous pensez pouvoir évaluer un élagage et comment vous allez faire respecter ce règlement-là? Il y a pas je le rappelle, il n'y a pas de demande de permis. Alors, comment ce suivi-là va se faire? On pense qu'on ne s'éternisera pas dans des débats, là, mais en ce qui me concerne, je vous répète, c'est à titre préventif. On va faire appel à la bonne foi des gens, à l'intelligence des gens. Étant entendu qu'on est dans un mode préventif, je reçois le commentaire de monsieur qu'effectivement, au niveau des arbres fruitiers, c'est quelque chose de différent. Je pense que cette approche-là va être suffisamment flexible pour reconnaître ces éléments-là qui sont un peu circonstanciels. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des arbres fruitiers. Je pense que c'est une minorité de résidence. Et de toute façon, dans mon esprit à moi, c'est préférable, suite au conseil des gens à l'interne, parce qu'il y a eu malheureusement des abus les années précédentes, donc de procéder maintenant
en étant conscient des limites du règlement, mais de colmater une brèche. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on l'amène ce soir. Et à moins d'autres commentaires, je pense qu'on va procéder au vote parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, qui propose l'adoption de ce règlement? Marie-Lou, Oui. qui appuie? Bon, on va passer au vote? OK. Donc, on va procéder. M. Vester? Mme Larry, pour? Oui. M. Bédard? Pour? Parfait. Merci. Donc, adopté. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. On a quand même fait nos devoirs avant de proposer ce projet de règlement-là. On est effectivement allé voir ce que les villes voisines appliquaient comme règlement. Je voudrais aussi rappeler qu'on a des inspecteurs sur le terrain qui veillent au respect de notre réglementation. Alors, il ne faut quand même pas les sous-estimer. Et en même temps, c'est pour éviter les cas extrêmes. On s'entend que je trouverais ça dommage de demander à des citoyens d'aller chercher un permis pour élaguer une ou deux branches là, au printemps. Alors, avec un règlement comme ça, on envoie un message clair. L'élagage exagéré, c'est pas acceptable à Saint-Bruno. Il y a des gens qui utilisaient cette façon-là de faire pour finalement tuer littéralement l'arbre parce qu'il n'y avait pas eu le permis d'abattage. Alors, c'était une petite mise au point. C'est certain, mais ça ouvre la porte. Mais on veut pas... Ça ouvre la porte quand même à des plaintes. Mais et on va arrêter les commentaires quand on n'a pas la connaissance de l'arbre avant, c'est difficile de juger. OK, c'est beau. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter. De toute façon, on va avoir, je pense, de bons échanges au cours des prochains mois sur notre politique de l'arbre. Vous en êtes bien conscients ce soir. Donc, le 8.8, avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Marie-Lou. Alors, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, URB-ADM 2009, concernant les pénalités et les définitions. Alors, je donne avis de motion d'un projet de règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, URB-ADM 2009, concernant les pénalités et les définitions. Bon. Avis de motion 8.9. Oui, c'est moi. Alors, très simple. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement numéro 2 concernant la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances. Alors, je donne l'avis de motion là, de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 2 concernant la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant ces séances. Ça, c'est tout simplement faire suite à ce que M. le maire avait indiqué à la dernière séance du Conseil, qui était d'un désir de vouloir ajouter une période de questions à la fin. Alors, on va se pencher là-dessus, définir les critères, puis revenir avec un projet d'ajustement de règlement. Autrement dit, c'est d'ajouter une période de questions. Donc, vous avez une période de questions au début, une période de questions à la fin, sur, évidemment, ce qui aurait été discuté durant la soirée. Maintenant, le point 9, sujet d'agglomération. Bon, 9.1, rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances extraordinaires et ordinaires de l'agglomération du 12 décembre 2013, le cas échéant. Aucun. 9.2, c'est pas long. Hein? 9.2, sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 23 janvier 2014. Bon, les sujets qui sont à l'ordre du jour, je ne vous les mentionnerai pas, tout simplement pour vous dire que nous, on est favorable à l'exclusion du point CA-140-123-1.16, qui est l'approbation de l'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et Laboratoire Confab incorporé concernant le déversement d'eau usée industrielle. Tout simplement, nous, en vertu de l'article 118.9 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, la compétence exclusive de la Ville de Longueuil en matière d'assainissement des eaux ne s'applique pas sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour la simple bonne raison que nous avons notre propre régie intermunicipale des eaux. Donc, on n'a pas d'opinion par rapport à ce point-là. Les autres, on est favorable. Maintenant, on est rendu aux affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des affaires nouvelles? Oui. Excusez-moi, ça prend un vote. Oh, excusez-la. On s'excuse infiniment. Qui propose? Donc, Jacques Bédard. Qui appuie? Martin Guévremont. Si vous me permettez, M. le maire, on avait discuté encore une fois en caucus, en conseil, la semaine passée. Pas en conseil, pardon,
en session de travail le 1.12, mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'essence, de carburant, de diesel et de mazout pour la ville de Longueuil. Je sais qu'on a parlé, Mme Hamelin va bien expliquer, c'est pour l'agglomération. Puis vous étiez supposé d'en parler lors de votre session avec les maires. C'est juste, je sais que c'est pas pour faire des grosses affaires, mais c'est marqué ville et non Ouais, l'agglo. on a apporté le sujet, c'est parce que c'est que c'est un peu compliqué, hein, vous savez. On a posé la question, et évidemment, c'est Ville de Longueuil, et on va mettre une petite parenthèse dans laquelle ça va être indiqué agglomération de Longueuil. C'est assez spécial. Il y a comme une espèce de volet, là. Et c'est un peu bizarre. Fait que pour le moment, ça va être modifié, effectivement, mais la Ville de Longueuil va toujours apparaître avec un espèce de petit tiret qui parle de l'agglomération. C'est selon la loi cadre qui a constitué l'agglomération. Juste pour être, c'est ça. Je suis d'accord, mais juste pour être sûr que vous avez mentionné. Oui, on l'a mentionné. Merci beaucoup. On était nous autres aussi mal à l'aise, mais bon. OK. Donc, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Donc, on passe au point 11, période d'intervention des membres du Conseil. Qui veut intervenir? Vous avez des points? Oui. Oui. Alors, j'aimerais juste... Pardon? M. Bester, ça fait M. Guévremont. Allez-y. C'est bon? Oui, allez-y. Alors, juste porter un point, et je ne voudrais pas faire de polémique là-dessus. Mme Hudon avait proposé, il y a 1 mois et demi, avait proposé qu'on fasse un projet sur ce qu'on appelle des tambours. Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, tambour, c'est un abri tempo pour une maison. Et le règlement municipal l'empêche par rapport aux propriétés pour en mettre un à l'avant, à la porte d'entrée. J'aimerais juste dire que nous avons constaté que plusieurs maisons en ont un abri ou un tambour. Et récemment, évidemment, comme probablement beaucoup de gens ici, on a constaté qu'il y avait au manoir un très gros abri qui avait été installé. Et nous, on est entièrement d'accord que pour les gens, pour leur protection, pour le chauffage, pour l'environnement, que ça soit permis. Ça avait été refusé au Conseil. Alors, on voudrait juste revenir sur ce point-là, notamment avec l'hiver qu'on a connu depuis 1 mois, que ça serait très pratique de le rendre permis. Alors, on ne veut pas, évidemment, que le manoir soit, guillemets, obligé de l'enlever. Et on voudrait juste sensibiliser les gens ici du Conseil, sensibiliser les gens de la salle que c'était un projet qui était fondé et qui avait son mérite. Merci, M. Bester. Évidemment, bon, ça a été discuté à une table de travail antérieurement. Bon, c'est une situation un petit peu particulière. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre pour des raisons esthétiques. Bon, c'est sûr que c'est un dossier qu'on devra éventuellement ramener sur la table. L'ancien conseil municipal, ce dossier avait été présenté, je pense, au mois de juin, au mois de juillet 2013. L'ancien conseil municipal, donc ceux qui étaient fondés de pouvoir à venir jusqu'au 3 novembre dernier, avaient refusé effectivement d'aller de l'avant avec ce dossier-là. Donc, nous, on voulait un petit peu savoir pourquoi, quelles étaient les raisons qu'on avait évoquées à ce moment-là. Il faut déjà savoir qu'au niveau des tambours, ils sont permis à l'arrière et aussi latéralement. Là où ils sont interdits, c'est en façade. Fait qu'on va regarder ça au cours des prochains mois et on devrait être en mesure, nous autres, d'en arriver avec une position plus précise avant l'hiver prochain. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade-ci. OK. Autre intervention, M. Guévremont, allez-y. Merci. 3 choses, très rapides. La première, c'est très encourageant de voir plein de nouveaux visages ici ce soir. C'est fantastique. La deuxième, c'est très simple aussi. C'est l'Association de basketball des Cougars de Saint-Bruno, son tournoi dans quelques semaines, donc 1er et 2 février. Et puis, évidemment, les équipes de Saint-Bruno sont à participation, mais il y a également près d'une 60aine d'équipes qui y seront à 3 écoles différentes. Alors, l'entrée est gratuite. Alors, il n'y a pas de raison de pas qu'on y soit. Et puis, finalement, dernière annonce, c'est en fait très content d'annoncer qu'on est en train de préparer un nouveau comité consultatif qui aura l'implication citoyenne.
C'est un comité consultatif qui va s'appeler le Comité consultatif d'éthique et de gouvernance de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Et dans cette optique-là, c'est tout simplement de donner la possibilité aux citoyens de travailler avec les élus et les employés de la ville, donc certains fonctionnaires, et de définir qu'est-ce que les citoyens recherchent de leur municipalité au niveau de plusieurs choses, donc incluant l'application des règlements, mais aussi la communication et puis toute l'information et de la manière qu'on diffuse l'information. Donc, c'est à venir, mais je voulais le dire que c'est quelque chose qu'on s'était penché. Chaque membre du conseil a déjà la première ébauche, très préliminaire. On est en train de travailler ensemble avec Mme Hamelin puis M. le maire. Donc, d'ici un temps rapproché, on va venir avec une proposition de travail, mais on va le présenter en bonne et due forme. Alors, voilà. Merci. Oui, Mme Hudon. Je suis allée à votre collecte de sang et je voulais quand même remercier chaleureusement les élèves de 6e année de l'école Albert Schweitzer qui pour encore cette année se sont impliqués pour aider à la collecte. Le cercle d'infirmières, évidemment, qui est toujours présent. Mais les élèves de 6e année, je pense que c'est une belle occasion pour eux de prendre contact avec le bénévolat et de faire leur part dans la société. Alors, bravo à tous les bénévoles. Oui, c'est une première expérience pour moi. J'ai beaucoup apprécié. J'ai été là du début à la fin, donc de 13h30 jusqu'à 20h le soir. Plusieurs personnes sont venues. On en aurait souhaité un petit peu plus, mais ce n'est que partie remise. L'an prochain, on va s'assurer qu'on puisse faire un rabattage des troupes pour s'assurer qu'effectivement les gens puissent venir donner de leur sang. Moi, j'en ai donné. Pas douloureux, surtout quand on ne regarde pas que le sang coule de notre veine, parce qu'il y en a. Et bon, j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est qu'évidemment, Isabelle est venue, Isabelle Bérube est ma collègue, et puis elle le savait, mais elle a décidé de se réessayer, et elle a fait la planche. Donc, elle n'a pas pu se rendre jusqu'au bout de son don de sang, mais c'était de bon cœur, et puis je pense qu'on l'apprécie. C'est plein de bon sens. D'autres interventions? Si vous me permettez, M. le maire, pour relancer M. Guérévromont la même fin de semaine, il y a aussi le tournoi de Ringuette qui va se passer à Saint-Bruno-Saint-Basile. Plus de 60 équipes aussi. Des jeunes filles de l'Ontario, Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec qui vont venir ici. Et aussi, il faudrait souligner la Feuille du lac qui va se passer la même fin de semaine. J'ai remarqué quand je passais ce soir que le lac est réouvert encore une fois, merci aux travaux publics. Qui travaille très fort pour que le lac soit prêt pour les festivités. Puis je pense qu'encore une fois, vous allez être d'accord avec moi que vous êtes tous invités pour venir profiter de notre lac au centre-ville. Oui, bien merci, M. Audard. Effectivement, vous m'avez enlevé les bouts de la bouche parce qu'on voulait inviter les gens pour la fête du lac. Donc, c'est une fête annuelle. Je pense que c'est une fête qui est très, très, très courue. C'est des milliers de personnes qui viennent. Nous avons la chance, malgré des conditions climatiques assez spéciales cette année, d'avoir pu ouvrir le lac plus tôt que d'habitude. Je pense qu'on l'a ouvert au début du mois de janvier, à cause des froids exceptionnels. Donc, ça a permis à la surface de glacer. Même la pluie qui est arrivée par la suite, la couverture était suffisamment forte, donc la glace était suffisamment épaisse pour supporter cette fonte-là. Et actuellement, les gens peuvent patiner. Ce qu'il faut espérer maintenant, croisons-nous les doigts, pour qu'on n'ait pas d'autres redouts. Et on vous invite, bien sûr, à venir en très grand nombre à cette fête-là, qu'on espère très joyeuse et très festive. Donc, ceci étant dit, oui? J'en aurais une. Michel, oui, je pense. Très rapidement aussi, je voulais simplement rappeler que la campagne de financement bat son plein pour les Jeux du Québec qui vont avoir lieu, dans le fond, la première semaine de août de cette année. Et cette semaine, en fait, il y a un spectacle de Philippe Bond qui va avoir lieu à Longueuil, à la salle Pratt & Whitney. Alors, pour ceux qui n'ont pas leur billet, ça vaut la peine d'y aller parce que, dans le fond, les profits vont être redistribués pour les Jeux. Et je vous rappelle que Saint-Bruno accueille 4 disciplines de ces Jeux-là, le BMX, le vélo de route, le vélo de montagne et puis les compétitions équestres. Fait que ne prenez pas de vacances entre le 1er et le 9 août. Ouais. On a besoin de bénévoles en passant. Hein. Si vous avez donc des bras, votre tête, tout est bienvenu, vos jambes, de participer à cet événement-là, parce que je pense qu'il va falloir se faire très accueillant pour ceux qui vont venir nous rencontrer, notamment les commerçants du centre-ville. Fait que ceci étant dit, oui, il y en a d'autres interventions. Je voudrais juste revenir sur
l'enlèvement des enseignes d'interdiction de stationner dans le centre du village. On a parlé que c'était un irritant, mais je vous dirais que d'un autre côté, c'est le premier geste qu'on pose pour stimuler l'achat local. Le deuxième geste qu'on a posé, les comptes de taxes ont commencé à rentrer. Si vous lisez sur votre compte de taxes, il y a un petit encore. On invite les gens à acheter localement. Puis je vous défie de magasiner au village. Vous allez voir qu'on a des commerçants les prix de nos commerçants sont très compétitifs. Ils ont une variété. Je regarde nos magasins de sport, là, les 2 magasins de sport qu'on a ici en particulier, là, ils n'ont rien envié à personne. Puis je vous invite à les encourager. Bien, merci bien. Là, je vais regarder à ma gauche, à ma droite. D'autres interventions? Oui. Oui. Non, c'est correct, oui, là? oui. On peut lever la séance, donc... Non, je vais parler. Non, OK, vas-y. OK. Excuse-moi. Donc, non, je vais juste me faire la porte-parole là, des arts et de la culture. J'inviterai les gens au vernissage dimanche prochain au Vieux Presbytère. 3 artistes incroyables. Donc, c'est Mesdames Thérèse Chabot, Ashley Miller et Francesca Panzerini. Et c'est une exposition là, qui va avoir lieu jusqu'au 16 février. Je vous invite aussi à prendre connaissance de l'agenda culturel sur le site Internet. À la bibliothèque, on a beaucoup d'activités, entre autres pour les jeunes. On a des conférences aussi pour les adultes. Et tout ça, c'est gratuit et c'est disponible sur le site de la Ville. Alors, gênez-vous pas. Voilà. OK. Ça va, là? Okay. Qui propose donc la levée de la séance? Madame Allary et Madame Archambault. Donc, merci d'être venus. Bonne fin de soirée et on vous invite le 17 février prochain à la prochaine séance du conseil municipal. On est content de vous voir aussi nombreux. Merci.